Voilà, bah c'est vrai qu'on peut remercier Damien pour cette présentation. Je pense elle était vraiment complète. Vous voyez quand même que les choses sont complexes, c'est pas toujours facile. Voilà, moi maintenant on va ouvrir la parole au débat. Je voulais simplement vous dire qu'aussi il y a pas mal de personnes qui avaient sollicité des rendez-vous par rapport aux différents zonages. Donc au niveau des élus, ben, on a honoré tous les rendez-vous et je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis on vous le redira à la fin, mais après si vous avez des observations à faire ou des demandes à faire, eh ben, il faudra se manifester au moment de l'enquête publique. Au moment de l'enquête publique, et si vous souhaitez encore prendre des rendez-vous au niveau des élus, ça sera toujours possible. Avant les questions, je profite juste pour vous indiquer que en effet, l'enquête publique, elle dure 1 mois. Et 1 mois, c'est vrai que ça peut paraître très très court pour la population, entre guillemets, de rentrer dans le document, de lire le document. Voilà. Il faut savoir qu'une fois que le document il est arrêté par délibération au conseil municipal, le document il est public. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de le consulter pendant les 3 mois où le document il est envoyé aux personnes publiques associées. Donc vous avez quand même ces 3 mois-là pour vous imprégner du document et ensuite, pendant le mois de l'enquête publique, venir faire vos requêtes auprès du commissaire enquêteur. C'est un point important parce qu'en effet, quand on dit que l'enquête publique dure 1 mois, en général, le commissaire enquêteur il a 6 à 8 vacations. Des fois, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on aime à préciser que dorénavant, vous avez la possibilité, et en plus, avec les outils Internet, voilà, le document, une fois arrêté, il sera disponible sur le site de la mairie, donc vous aurez tout le loisir de le télécharger et de le consulter. Voilà. L'arrêt, si on est efficace, ça sera janvier-février. Et ensuite, vous avez 3 mois, enfin, à compter de cet arrêt en janvier ou février, il y a 3 mois où le document, il est envoyé aux personnes publiques associées, et là, il sera disponible sur le site internet de la mairie. Voilà. Janvier-février. Je ne veux pas vous dire janvier si on est début février. Donc, voilà. Je ne veux pas faire de déçus. Oui, est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel, puisque depuis 2015, donc, le nouveau PLU est à l'étude, ça fait 8 ans. Pendant la période que l'on vit, là, qui est en cours, quelles sont les règles qui s'appliquent du coup? Ben aujourd'hui, c'est les règles de l'ancien PLU qui perdurent, celui qui a été validé en 2007. C'est celles-là qui sont applicables. Par contre, si vous posez un permis aujourd'hui, comme on a validé au niveau du PADD, on a délibéré. Donc, dans le cadre d'un nouveau permis, si vous n'avez pas posé de DP, on est obligé de vous mettre un sursis à statuer. Et à partir du moment où il y avait des DP qui sont dans les temps, qui sont toujours valables, et ben à ce moment-là, vous pouvez toujours poser un permis. Quand on écoute, on a l'impression à tous, je pense qu'on est tous pareil, on a l'impression qu'on a un PLU qui est obligatoire pour tout le monde, qui a toutes ses règles, et on nous dit un petit peu, là, on est obligé, c'est obligatoire, on doit faire ça. Donc finalement, la commune, enfin vous, qu'est-ce que vous avez comme marge de manœuvre? Qu'est-ce que vous pouvez décider réellement? Par exemple, je pense à un petit truc tout bête, la hauteur du bâtiment, parce qu'on entend, je crois qu'on est plusieurs, on sait que parfois, une maison plus basse, on se retrouve avec une maison très haute. Alors ça, est-ce qu'il n'y a pas de moyen d'empêcher? Ça serait bien. Deuxième chose, je pense à l'emprise au sol. Donc on entend, c'est pour nous, apparemment, on n'est pas encore concerné. Mais l'emprise au sol, on est bien d'accord. Donc c'est complètement différent de ce qu'on avait avant. Et ça veut dire que, par exemple, on peut faire des étages souterrains. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien de faire tout ça? Donc, c'est pas du tout une critique, hein, c'est vraiment une question. Qu'est-ce que vous avez comme marge de manœuvre? Aujourd'hui, disons que c'est simple. Là, on a des auteurs qui sont définis au niveau du PLU. Pardon. Il n'y a plus de costes. Donc, à partir du moment où on respecte les distances vis-à-vis des voisins, eh ben, on peut densifier au maximum. Hein, les hauteurs, c'est 9 mètres par rapport à la panne faîtière. Voilà, et ça, c'est après les sous-sols. Aujourd'hui, on n'a pas de réglementation par rapport, on peut faire 2 niveaux, 3 niveaux, comme on veut. C'est vrai qu'il y a des communes aujourd'hui qui réfléchissent parce que des fois, il y a autant de surface en sous-sol qu'en aérien. Voilà, mais aujourd'hui, les règles, elles existent au niveau du PLU. C'est vrai que dans le cadre, par exemple, aujourd'hui, on a en commission d'urbanisme, on a des fois certaines inquiétudes parce qu'on a aujourd'hui, sur des parcelles de 2500 m², des fois on fait une division parcellaire et on peut refaire un chalet à côté avec une dizaine d'appartements.
Et c'est vrai que des fois, dans l'intégration paysagère, ce n'est pas trop ce qu'on souhaite. Donc, on essaye des fois d'être vigilant quand même en commission d'urbanisme. Mais aujourd'hui, les règles le permettent. Je vais compléter le propos de monsieur le maire. On va avoir un règlement qui sera strict et qui va encadrer les possibilités de densification. Pourquoi? Tout à l'heure, je parlais par exemple de l'imperméabilisation des sols. On se retrouve en effet des fois maintenant avec vu la rareté du foncier, des gens qui vont décaisser jusqu'en limite, etc. Là, le futur PLU, il intégrera ce qu'on appelle des coefficients d'espace de pleine terre. Donc on devra garder de l'espace de pleine terre sur les parcelles. On va également, vous parliez des constructions en souterrain. Là aussi, on va limiter les constructions en souterrain. On a des règles, on a des possibilités. À savoir que notre bureau d'études, je ne sais pas si c'est la chance ou pas, mais on travaille essentiellement sur des territoires de montagne qui sont confrontés aux mêmes problématiques que vous, voire plus. Par exemple, on travaille sur Courchevel. À Courchevel, vous avez 2 niveaux en aérien, vous en avez 5 en sous-sol. Voilà. Et ça, au début, il y a de ça 15 ans, la collectivité, les techniciens de la collectivité ne l'avaient pas anticipé. Dorénavant, on a des règles qui réglementent, qui limitent ces possibilités-là, et même qui les interdisent. Donc voilà, on va avoir un règlement qui va vraiment encadrer, et le but du jeu, c'est d'avoir des constructions les mieux intégrées possibles au paysage de Combloux. Tout en sachant aussi qu'on est sur un équilibre fragile, c'est que d'un côté, les services de l'État, la loi nous dit faut densifier. C'est tout là l'équilibre compliqué qu'on doit avoir vis-à-vis des lois. La densification, c'est par rapport aux ressources naturelles. Enfin, je ne sais pas, la logique dirait ça. C'est-à-dire au lieu d'aller chercher de l'eau, c'est pour économiser les ressources naturelles. La logique de la densification, c'est plus économiser de foncier agricole, plus économiser de foncier naturel, de densifier et de construire. Alors ça peut être choquant sur un territoire comme Combloux, mais dans la Peine, on construit la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'on a des secteurs d'habitat individuel qui vont se transformer en secteurs d'habitat collectif. On n'a pas cette problématique sur des territoires, sur des villages comme Combloux, mais on nous demande quand même de faire un effort. Ça ne va plus être possible dorénavant d'avoir son chalet sur sa parcelle de 1000 mètres. Voilà, ça c'est des choses que les services de l'État, que les lois ne permettent plus. Bonsoir, merci pour la présentation. Alors justement, vous parlez de densification, mais est-ce que dans ce nouveau PLU, vous allez geler toutes les parcelles agricoles qui sont au sein de l'enveloppe urbaine, même lorsque ces parcelles n'ont absolument aucun potentiel agricole? Oui, vous voulez parler des parcelles qui sont intérieures d'une zone urbanisée, qui sont aujourd'hui à vocation agricole. Est-ce qu'on va les garder en agricole, c'est ça? Voilà. Et ben, en fonction de la surface, je pense qu'il y a certaines parcelles qui resteront en zone agricole. Et c'est vrai qu'après, suivant l'importance et les surfaces de parcelles, il y a des parcelles où on pourra maintenir la constructibilité et d'autres parcelles où malheureusement on ne pourra pas les garder parce qu'elles ont une surface aujourd'hui qui est beaucoup trop importante. À savoir que sur ces questions agricoles, on travaille aussi, et la collectivité a demandé l'expertise de la Chambre d'agriculture, qui a élaboré un diagnostic agricole et qui a classé, selon l'importance, les différents terrains à enjeux faibles jusqu'à enjeux forts. Et en effet, comme l'a souligné le maire, selon la taille des tènements, selon les accès aux tènements, certains tènements, en effet, sont classés en secteur U, d'autres sont classés en secteur agricole, même au sein d'un espace urbanisé. On va vraiment dorénavant dans ce détail-là. Là aussi, pourquoi? Parce que chaque terrain, chaque potentiel constructif va être calculé par les services de l'État. Donc quand on a annoncé un certain nombre de logements, un certain nombre d'hectares, il va falloir qu'on retrouve ce nombre de logements et ce nombre d'hectares au niveau du plan de zonage. Donc là aussi, il y a un travail fin qui est fait en termes de délimitation des espaces agricoles, même au sein de l'enveloppe urbaine. Juste pour prolonger un peu sur la question, et au sein de l'enveloppe urbaine, est-ce que vous avez comme plan de prendre des terrains qui sont urbanisables ou qui ont une destinée à être construits et à les classer agricoles? Alors oui, il y a des terrains actuellement classés en U qui seront déclassés en secteur agricole ou naturel. L'arbitrage. La raison de l'arbitrage, elle est multiple. À chaque fois, c'est une combinaison de plusieurs arguments. Il y a l'argument de la notion des équipements publics, de la proximité, la notion des accès, la notion de l'agriculture, cette prise en compte, la notion du développement durable, la notion de tout ce qui est lié à l'eau, réseau d'assainissement,
Vous avez aussi la taille des tènements qui rentre en ligne de compte. Ce sont des petits ou des grands tènements par rapport au déclassement. La notion du paysage aussi, elle est importante. Donc quand on fait ce travail-là, c'est un travail qui est fastidieux. Il faut vraiment voir le plan de nage comme un millefeuille qui est la somme de plusieurs contraintes en fait. Et l'expertise qu'on a sur les territoires, c'est qu'on fait, et sur les parcelles, on fait une hiérarchie de ces différents enjeux qui découlent des déclassements ou des déclassements en zone U ou en zone A. Voilà. Et ça peut concerner des terrains à vocation donc urbaine, hôtelier, enfin n'importe quel, même si c'est des... N'importe quel, que ce soit dédié à l'habitat, dédié à de l'équipement touristique, dédié à des équipements, tout est traité selon cette grille d'analyse. Je rebondis aussi sur la notion d'agriculture, c'est que vous êtes aussi en secteur AOP Reblochon, par exemple. Le dossier de PLU, il est analysé par l'INAO, donc l'Institut national des appellations d'origine, qui veille là aussi de façon très très stricte au respect des cahiers des charges. Et là aussi, on se doit sur les territoires soumis à cette AOP d'avoir un certain nombre d'hectares dédiés à la fauche, au pâturage, etc. Donc là aussi, ça rentre en ligne de compte sur toutes les thématiques et sur tous les terrains, voilà, des terrains d'activité économique et des terrains pour l'habitat. Et s'il y a des classements, comment ça se passe? C'est prévu, c'est une... Je sais pas, je pose la question, je ne m'y connais pas trop, pardon. Il y a une expropriation, comment ça se passe? Il n'y a pas d'expropriation. Alors malheureusement, c'est qu'en urbanisme, c'est pas rétroactif. Et c'est ça le gros problème qu'on a, c'est qu'en effet, il y a des terrains qui ont été pendant des années classés urbanisés ou urbanisés, qui malheureusement, du jour au lendemain, deviennent du terrain agricole ou naturel. Donc, on connaît tous le prix du foncier en Haute-Savoie, on connaît tous le prix du foncier en station. C'est très très douloureux, c'est des choix qui sont très difficiles et délicats. Malheureusement, on est dans l'obligation de faire ces choix par rapport aux lois qui s'imposent à nous, et nos députés n'ont pas encore malheureusement mis en place un système de péréquation par rapport à ce qui a pu être engagé ou aux sommes qu'on peut être engagées par les propriétaires. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Paul Maurice, est-ce que les nouvelles constructions vont tenir compte des nouvelles normes d'isolation, la RT 2020, qui permet par exemple sur des nouvelles constructions d'éviter le chauffage, donc plus de chauffage, plus de climatisation, c'est naturel, enfin, il y a suffisamment d'isolation pour qu'il y ait un bilan thermique de 0, ce qui rentre égale ce qui sort. Plus besoin de chauffer, plus besoin en hiver, plus besoin de refroidir en été, c'est l'idéal, plus besoin d'énergie. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un double circuit d'eau, l'eau usée et l'eau potable? En Italie, vous m'avez appris récemment avec les aléas climatiques de cet été, en Italie, 8% des eaux usées sont recyclées, en Espagne, 12 à 14%, et en Grèce, c'est le premier européen pour l'instant, 20%. En France, c'est moins de 1%. Donc, alors, quand c'est fait au départ, des tuyaux de PVC à la place de tuyaux de tuyaux en acier, ça coûte pratiquement rien. Hein. Alors, est-ce que c'est fait au départ? Parce que si c'est fait après, ça coûte beaucoup plus cher. Pareil pour l'isolation. Et là, au niveau développement durable, économie maximale. Et j'ai appris à faire des bilans thermiques, des bilans de matière, hein, dès le départ, après le bac. Hein. Donc, Alors, les permis doivent respecter la réglementation en vigueur, la réglementation énergie, la RE. Tout ce qui est en fait, par contre, lié à la gestion des eaux usées, on est sur des systèmes en France qui sont malheureusement différents, puisqu'en fait, on n'a pas les lois qui permettent de réutiliser l'eau usée. Donc, c'est des systèmes un peu plus complexes. On espère que des lois vont aller dans ce sens-là pour réutiliser, même ne serait-ce que les eaux grises, voilà, par exemple les eaux pluviales, etc., qu'on puisse avoir des usages domestiques. Ça se fait, ça commence à se faire. Le PLU respecte, entre guillemets, les lois en vigueur. Mais on ne peut pas anticiper et être plus exigeant, malheureusement, par rapport à ces impositions-là. Dans le cadre de l'Union européenne, le retour d'expérience est fait pour prendre exemple sur les bons exemples, justement.
Comme ça existe dans d'autres pays, les Français ne sont pas plus bêtes que que les Grecs, que les Espagnols et vice-versa. Donc autant coopérer et amener des solutions qui sont les mêmes et qui sont efficaces, qui ont été prouvées. Alors je vous rejoins à 200%. Alors malheureusement, c'est que là, on se heurte à la législation, tout simplement. Mais moi, je voulais simplement rajouter, c'est vrai que s'il vous plaît, je voulais simplement rajouter que dans le cadre de l'instruction des permis de construire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir s'il ne faut pas essayer de récupérer au moins les eaux pluviales, qui pourraient servir au niveau des services ménagers, tout ça, pour les toilettes, pour arroser les fleurs, laver la voiture, tout ça. Et c'est vrai qu'on a une réflexion au niveau du conseil municipal par rapport à ça. Après, comme vous l'a dit Damien, comment le faire appliquer par rapport aux règles, c'est toute la complexité. Merci bien. Juste une question, vous avez évoqué tout à l'heure essayer de minimiser l'impact de la départementale qui traverse Combloux, qui effectivement sous certains angles est une nuisance. Comment vous pensez pratiquement, parce que je n'ai pas très bien compris si en pratique il y avait des choses qui allaient se faire. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de la réunion, donc aujourd'hui on est en phase de concertation. On a lancé une concertation au niveau de la population. On a pas 70 personnes qui ont participé dans les groupes de travail. Donc aujourd'hui on est en phase de réflexion. Déjà, ce qu'on sait qu'on ne fera pas, c'est enterrer la route ou la déplacer. Ça, c'est pas possible. Après, c'est comment on va la traiter, comment on va diminuer son importance par rapport à tout l'aménagement paysager qu'on va pouvoir faire au niveau du centre. L'objectif, c'est ça. Parce qu'elle n'est pas très grande, cette route-là. Enfin, elle ne prend pas beaucoup de place. Elle ne prend pas beaucoup de place, à mais part la déplacer, il y a des moments de circulation. Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact négatif sur le centre du village, et c'est la base de notre réflexion dans l'aménagement. Une question sur le centre du village. L'église et où on est, l'office du tourisme, ça correspond au centre du village, cette zone, vous considérez? Bien sûr, le centre du village aujourd'hui, c'est tout le secteur qui est déjà urbanisé. Comme on l'a dit aujourd'hui, il faut essayer d'utiliser ce qui est déjà urbanisé, le secteur de l'office du Freddy. On a un bâtiment aujourd'hui qui est pas utilisé, qui est propriété de la commune, et c'est vrai que c'est une verrue au centre du village. Et c'est normal qu'on étudie tout cet aménagement de zones piétonnes depuis l'office du tourisme jusqu'au secteur de l'église. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'entrée de Combloux aussi, on a des zones qui sont goudronnées aujourd'hui. On a les piétons qui sont mélangés avec les voitures et il faut qu'on réfléchisse à tout cet aménagement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se concentrer sur cette zone-là avant de s'étendre un peu plus à l'extérieur. Voilà. Vous parlez depuis tout à l'heure de la protection de l'environnement, de la gestion de l'eau, tout ça. Par contre, on voit des piscines qui se font, des spas. Où est la logique là-dedans? Est-ce que le PLU il a un pouvoir là-dessus, quoi? C'est des réflexions qu'on s'est faites aussi. Après, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il faut interdire les piscines, les spas? Je ne sais pas. On réfléchira. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça peut être une réflexion aussi. Vous avez présenté là, sur différents slides un petit peu vos ambitions en matière de transformation du centre-village. Et je voulais savoir quelle était l'assise financière de la commune, parce que tout ça va coûter extrêmement cher. Et certains projets aussi concernent des terrains qui n'appartiennent pas à la commune et pour lesquels il va falloir aussi peut-être faire des offres d'achat. Est-ce que la commune a finalement les moyens de ses ambitions à l'heure actuelle? La commune, c'est tout la définition du projet qui va nous dire la capacité, les possibilités de la commune dans ce projet. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est des projets qui sont à l'étude. On va faire des parkings souterrains. Ces parkings souterrains représentent quand même un coût important. L'idée, c'est quand même, il ne faut pas se le cacher, ça sera de développer de l'immobilier en surface pour essayer pour payer une partie de ces équipements. Et après, c'est vrai qu'il y a des projets où dans ce projet-là, la majorité du foncier appartient à la commune. Il y a uniquement le secteur de la boulangerie, là, la roseraie, qui est propriété privée. Aujourd'hui, on l'a intégré dans le projet et l'étude du projet nous dira si financièrement il faut démonter, refaire le bâtiment et quelles sont les possibilités de la commune. Ça fait partie du projet. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y aura une participation financière de la commune sur les aménagements, plutôt sur les aménagements paysagers. Mais aujourd'hui, tout ça va se définir dans le projet d'aménagement. Surtout qu'on a des projets aussi au niveau de l'aménagement, un projet de petite enfance aussi à Combloux pour garder la population à l'année. Donc voilà, c'est des beaux projets
tous ces projets, ils seront réalisés. Et en parallèle de ces projets, on essaye de demander le maximum de subventions. Est-ce que le boucher commence à se faire du souci en disant si c'est vraiment piéton, il lui faut de la place pour garer ses voitures, la voiture des clients. Ça, c'est tout le projet de concertation qui va définir. C'est vrai qu'on a eu déjà 2 groupes de travail par rapport à ça. Et l'idée, c'est quand même de garder des arrêts minutes pour tous ceux qui vont aller acheter le pain, ceux qui vont aller au café, ceux qui vont aller faire des courses dans les différents commerces. Voilà. On va pas, Parce que lui, il fait beaucoup de soucis. Non, mais ça, on en est parfaitement conscient et je pense que l'ensemble du groupe de travail en est conscient aussi. Oui, je m'interroge juste un petit peu sur le timing en fait de cette réunion. Est-ce qu'il y aura une autre réunion publique, sachant qu'aujourd'hui, on est au 15 septembre, la majorité des résidences secondaires ne sont pas là. Alors, est-ce que c'est stratégique ou pas? Peut-être, je n'en sais rien. Mais les résidences secondaires représentent quand même 80% des propriétaires à Combloux. Comment est-ce que vous les intégrez à la réflexion? On est tout à fait d'accord avec vous. Dans le cadre de la révision du PLU, on est dans l'obligation de faire de réunions publiques. On fait la deuxième ce soir. Et après, il y a la concertation qui sera au moment où on aura, après, une fois qu'on aura validé le PLU, ça sera soumis à l'enquête publique. Et l'enquête publique, on a l'obligation justement de la faire en période de vacances pour permettre à tout le monde de pouvoir participer et venir consulter le document. Donc les réunions publiques, elle va être février si c'est possible, sinon ça sera sur les vacances de Pâques, ce qui permettra à tout le monde de venir consulter le projet. Donc on ne fait pas ça, on respecte les résidences secondaires et on fait en sorte qu'elles puissent venir consulter la révision du PLU. D'ailleurs, M. Colcombet est là, qui représente les résidences secondaires, il est parfaitement au courant de la révision du PLU. Juste une petite question à propos du télésiège de Borgard. Quels sont le projet finalement? Ça, c'est peut-être en dehors du PLU. Ouais, c'est en dehors. Le projet du télésiège de Borgard, vous savez que le télésiège de Borgard, il a été fait en 86. Aujourd'hui, il est un peu en sursis. Tous les jours, quand on le démarre, on a qu'une crainte, c'est qu'il tombe en panne. L'idée dans le projet, c'est le même point de départ et le même point d'arrivée, parce que si on modifie quoi que ce soit, il faut refaire une étude environnementale. Ça risque de prendre beaucoup de temps. On n'a pas le temps par rapport au vieillissement de l'appareil. Par contre, aujourd'hui, on est confronté dans la refonte de la DSP, parce que quand on a rencontré les services de l'État au niveau du télésiège de Borgard, dans la DSP qui avait été faite à l'époque, qui va jusqu'en 2041, il n'y avait que 4 millions d'euros d'investissement de prévu. Aujourd'hui, on arrive à 12 millions sur un appareil. Donc, on avait rencontré les services de l'État pour savoir si on pouvait passer avec un avenant. Ils nous ont demandé si on avait d'autres investissements à faire sur l'ensemble du domaine. On a le T-cabine du Jaillet qui a été fait en 78, qu'on doit changer également. Donc, ils nous ont demandé de refaire la DSP, de redéfinir tous les investissements et de refaire une consultation. Donc, tout ça, ça reporte un peu l'investissement. On a quand même l'idée de pouvoir le faire l'année prochaine, mais ça risque quand même d'être compliqué, quoi. Voilà. En règle générale, quand vous allez vous investir ou vous substituer à une entreprise privée, sur le domaine économique, je parle, que ce soit touristique ou autre, est-ce que vous mesurez les initiatives privées avant? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vu, dans le cadre de la révision du PLU, on a des zones d'aménagement avec les OAP. Donc nous, aujourd'hui, on va donner la priorité à ces zones-là. Non, je voulais dire, est-ce que sur les investissements de la commune, oui, avant de préempter ou d'investir, est-ce que vous prenez en compte les initiatives privées qui vont dans le même sens? Qu'est-ce que vous entendez comme initiative privée? Quelqu'un qui veut construire un hôtel, par exemple, ou quelqu'un qui veut construire, que sais-je, je sais pas, quelque chose qui voilà. Est-ce que vous mesurez cette opportunité avant d'investir en tant que la commune? Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a défini des zones. Donc les zones, elles sont clairement définies aujourd'hui, où on a possibilité de faire des équipements collectifs, comme des hôtels. Après, il y a des zones aujourd'hui qui ne sont pas déterminées. Donc dans ces zones-là, aujourd'hui, on ne peut rien faire. Et c'est vrai que dans l'intérêt général, aujourd'hui, on a défini des périmètres. Donc nous, on reste sur ces périmètres-là aujourd'hui. Juste une question. On parle du PLU, on parle des conventions loi montagne. Et j'aimerais avoir un peu plus d'explications par rapport à la convention loi montagne, parce que c'est un grand mot, mais je crois que peu de personnes savent parce que ça représente cet outil-là. Voilà. Non, moi je peux dire les grandes orientations. Les conventions de loi montagne, aujourd'hui, elles sont faites dans le cadre des projets
de construction, par exemple des résidences hôtelières, résidences de tourisme, où la vocation c'est quand même de garder des lits chauds. Donc avec l'aménageur et le gestionnaire derrière, on signe une convention qui peut être de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans. Aujourd'hui, elles sont plutôt sur une durée de 20 ans, qui oblige le gestionnaire, si vous voulez, et le propriétaire de l'appartement, celui qui achète l'appartement, ben, il est contraint de mettre en location cet appartement. Voilà, et tout ça pour essayer de garder des lits chauds sur nos stations. Et c'est pareil aussi pour des hôtels aujourd'hui qui sont des anciens hôtels qui voudraient se transformer. On accepte certaines transformations à condition de signer la convention. Juste encore une précision. Finalement, la convention de la montagne s'applique uniquement au tourisme. On est d'accord. Je veux dire, c'est quelque chose. C'est pas sur des terrains, sur par exemple. Non. Est-ce qu'elle peut. Par exemple, on a des nouveaux projets. On l'a montré tout à l'heure. Par exemple, le secteur des granites, où aujourd'hui, l'idée, c'est de faire peut-être une résidence. On classe de façon à faire une résidence touristique, résidence hôtelière. Et là, on signera une convention. Donc elle s'applique sur des zones qu'on a définies. C'est pareil au niveau du centre de Combloux. Bon, le projet le définira, mais dans les OAP qu'on a fait, si on fait des programmes hôteliers ou des programmes résidence hôtelière, résidence touristique, il y aura des conventions qui ont été signées. Ça a déjà été fait dans le programme de Terre Essence, où il y avait une convention qui avait été faite sur le secteur du GAN avec l'aménageur. Donc finalement, quand on parle d'une zone UT, c'est une zone touristique. La loi, la Convention de la montagne, elle a un pouvoir supérieur à UT, parce que je veux dire, si on est en UT, a priori, on est obligé de rester à vocation touristique, c'est touriste, UT touristique. Et la Convention de la montagne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appuie sur l'UT. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, justement. J'aimerais qu'on ait un peu plus. La Convention de la montagne, c'est simple. Par exemple, vous avez un hôtel où aujourd'hui vous voulez le transformer en appartement. Est-ce que la municipalité, les élus, on laisse transformer cet hôtel en appartement et puis ça devient des résidences secondaires? Ou alors on accepte le changement de destination et en parallèle de ça, on signe une convention qui oblige les futurs acquéreurs à louer leur appartement. Ça, c'est des choix de la municipalité. D'accord. C'est parce que la crainte, c'est que UT disparaisse? Non, pas forcément. Non, la crainte, c'est que ces hôtels, ces bâtiments qui ont en vocation, qui ont des lits chauds aujourd'hui, qui reviennent en lits froids. Ça, c'est aujourd'hui, on a 80% des permis qu'on donne, c'est des lits froids. Et l'inquiétude, c'est que c'est aujourd'hui d'essayer de conserver les lits chauds qu'on a actuellement. Vous parliez tout à l'heure du Clos Lachenal et puis de l'hôtel des Edelweiss, justement, que vous voulez réhabiliter en hôtel. Dans quel cadre, c'est quelqu'un qui doit racheter cette propriété pour en faire un hôtel, ou comment vous avez défini ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un hôtel qui est existant, qui est plus utilisé aujourd'hui. Après, c'est une propriété privée. Donc aujourd'hui, les propriétaires, ils nous ont pas dit qu'ils souhaitaient vendre aujourd'hui. Mais nous, l'idée, ça serait quand même de conserver un peu cet hôtel, parce qu'il a quand même un caractère architectural qui est important pour Combloux, de conserver en l'état et pourquoi pas faire un hôtel. Oui, ça pourrait être un petit hôtel en réhabilitant un peu le Clos Lachenal à côté pour faire des suites de réflexion qu'on peut avoir aussi. Dans un cadre privé. Après, je pense que ça peut être un aménageur privé. Est-ce que la collectivité, au moment de la vente, se positionnera pour acquérir et trouvera un gestionnaire après derrière? C'est des questions qu'on ne s'est encore pas posées. J'ai une petite question sur on ne parle jamais du téléski du Bouchet, qui est un téléski un petit peu au même titre du patrimoine, qui a un côté emblématique du départ de station de Combloux. Et je ne sais pas si ça serait bien, pourquoi pas, de parler de sanctuariser ce téléski. Parce que c'est peut-être le seul retour à ski le plus proche de Combloux, en utilisant le... Voilà. Est-ce qu'il y a une réflexion sur ce téléski? Il y a une réflexion, et je peux te dire que... Mais sur le plan urbanistique, par rapport au PLU, non, on n'a pas de réflexion. On a une réflexion par rapport à la gestion globale de la SEM. Bon, je pense qu'aujourd'hui... aujourd'hui, si j'avais dit oui, il serait démonté. Pour le moment, il n'est pas démonté. Donc, il a dit qu'il est toujours en place. Et en parallèle de ça, on est quand même en train de réfléchir aussi sur tout notre système de réorganisation des navettes. Par exemple, pour desservir tout le secteur du Bouchet, du Tural, on est en train de faire une étude avec le cabinet Artère.
Et on réfléchit pour réorganiser tout notre système de navettes et pourquoi pas faire une navette, par exemple, du Gros Caillou qui partirait en direction du Tural et puis qui remonterait au Vernet pour pouvoir remonter les gens, ce secteur-là, au niveau du domaine skiable. Ça, c'est une réflexion qu'on a. Après, sur le téléski, c'est vrai que, bon, comme je te dis, aujourd'hui, c'est du patrimoine. Mais aujourd'hui, donc, il y a la SEM, on réfléchit par rapport à la DSP. Bon, peut-être qu'on le gardera. Voilà. Attends, ouais, mais il est partagé de toute façon. Mais aujourd'hui, c'est difficile de se prononcer tant qu'on n'a pas terminé la DSP. Voilà, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est quand même important, même si le téléski ne marche pas, d'assurer toujours le retour en ski, parce que le retour en ski est important. Je voulais poser une question sur les OAP. Il n'y en a qu'une qui prévoit des logements sociaux, ou il y en a d'autres? Les OAP, pour le moment, il y en a qu'une qui prévoit des logements sociaux, celle qui est en contrebas de la mairie. Après, on a des programmes, comme vous l'a dit, en face de... Et puis, oui, puis les chers aussi, oui, les chers au secteur du Pelou, là, aux chers. Et puis aujourd'hui, donc, on est en train de faire le projet en bail réel solidaire sur le terrain qui appartient à la commune, en face du garage Brondex. Il y a d'autres fonciers également qui appartiennent à la commune, où on aura possibilité de faire des logements. Ces terrains, aujourd'hui, on n'est pas dans l'obligation de les classer en haut. Ils sont déjà en zone constructive. Donc on a d'autres terrains potentiels au niveau de la commune pour faire des logements. Et je complète, logement saisonnier qui est aussi prévu au niveau de l'OAP qui est à plan mouillé, qui est intégré comme du logement social, le logement saisonnier. Donc il y a plusieurs OAP qui vont traiter le logement social avec différents outils, que ce soit le bail réel solidaire, le logement saisonnier et le logement aidé classique. Et est-ce que le PLU portera le tracé ou les emprises des chemins, chemins pour le VTT, le vélo, la marche à pied? Peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on réfléchit sur certains sentiers piétons qui pourraient se développer, recréer des nouveaux sentiers. Ça, on est en phase de réflexion par rapport à ça. Et ils seront portés aussi au niveau du PLU. Puis dernière question, en zone agricole, j'ai compris que l'exploitant pouvait prévoir des bâtiments agricoles, en plus, ce qui est normal. Mais est-ce qu'il peut prévoir des habitations pour ses enfants? Non, pour ses enfants, non. Il y a des règles qui sont faites au niveau de l'urbanisme. Donc il y a surtout toute la création de bâtiments nouveaux, pas des bâtiments existants, mais des bâtiments nouveaux. Il y a un logement de fonction qui peut être prévu par rapport au bâtiment. Dans le bâtiment nouveau d'exploitation. Sur des bâtiments neufs. C'est simplement pour revenir au téléski du Bouchet. Est-ce que c'est pas dommage de déplacer tous les gens dans des navettes quand à 2 pas, on peut prendre un téléski et monter ski au pied et redescendre ski au pied? Voilà. D'autant que, mais je suis tout à fait... à l'ère où l'on vit, enfin au moment où on vit et qu'on... Je suis d'accord. Après, c'est vrai que ce téléski... Pollution et compagnie. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est sûr. Après, si on organise le système de navette aussi, c'est pour prendre tous les gens un peu sur direction au secteur du Tural, tout ça. Mais après, c'est vrai que, bon, suivant les années, c'est quand même assez aléatoire. Il y a des années où il peut fonctionner... Ouais. Bien. Bon. D'autres questions? Une petite précision, excusez-moi. S'il n'existait pas, il ne faudrait pas le faire, c'est sûr. Mais vu qu'il existe, pourquoi on ne le garde pas? Voilà. Non, mais ça, c'est... Je le dis, bon, il faut... Voilà, c'est des réflexions quand même qu'on a au niveau du téléski. Je l'ai dit, bon, aujourd'hui, si on n'était pas intervenu, je pense qu'il serait démonté. Mais il faut quand même revenir un petit peu en arrière parce qu'on a la situation de la SEM qui est compliquée. On a des gros investissements à faire parce qu'aujourd'hui on est condamné à investir. Si on n'investit pas, eh ben on va mourir parce qu'aujourd'hui l'entretien de nos appareils nous coûte beaucoup trop cher. Et pour pouvoir investir, il faut quand même qu'on ait des bilans qui soient positifs si on veut avoir l'accord des banquiers et tout. Aujourd'hui, il y a de gros efforts qui ont été faits dans la gestion de la SEM. On a fermé certains appareils, on en a démonté. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais quand on présente aujourd'hui au niveau des banquiers un projet d'investissement de 12 millions sur Borga, les banquiers nous suivent sur l'investissement, alors qu'ils ne nous suivaient pas il y a quelques années en arrière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des efforts à faire
il y a un choix à faire aussi. Voilà. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la réunion ici. Ben, je vous remercie.